Bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour cette invitation. Donc en fait, initialement, quand on nous avait demandé de la faire, Nicolas et moi, on avait clairement mentionné qu'il était impossible de prédire début juillet ce que, aux alentours du 26 août, on allait pouvoir bien vous dire. Et effectivement, que ce soit pour les vaccins, la situation épidémiologique et l'utilisation des vaccins notamment, que ce soit dans des groupes d'âge, une troisième dose, forcément évolue de semaine en semaine, que ce soit au niveau national ou international. Et donc il y a certainement un intérêt, suite déjà aux questions qu'on a eues, de reprendre quelques notions de base où on en est, notamment au niveau de la vaccination, des difficultés qui sont face à nous, et vous allez voir d'interprétations de résultats qui sont parfois pas toujours évidents, surtout suivant qu'on est pour ou contre quelque part la vaccination, pour ne pas parler des antivax en particulier. Donc en fait, juste pour la situation à la date d'hier, mais vous allez voir que ça va avoir une conséquence aussi au niveau peut-être même éthique de la réflexion de la vaccination, c'est que paradoxalement, alors qu'on parle de déficit de vaccination, en fait on parle surtout d'une inéquité de la vaccination suivant les pays. Et on est actuellement, vous voyez, à peu près un tiers de la population mondiale qui a déjà reçu une dose du vaccin Covid, quel que soit le vaccin, et à peu près un quart qui a reçu son schéma complet de vaccination. Donc c'est déjà important, ça correspond à plus de 5 milliards de doses qui ont été administrées. Donc quand on mentionne qu'on n'a pas assez de recul sur la vaccination, on n'a jamais administré autant de vaccins sur une certaine période. Et en tout cas, là où on sait que les effets indésirables les plus connus apparaissent généralement dans les 2 mois et souvent dans les 2 semaines qui suivent la vaccination, on a des informations déjà assez majeures. Donc on vaccine à peu près 33 millions de doses aujourd'hui par jour. Et alors vous voyez que la différence, c'est que seul 1,4%, donc à la date d'hier, des pays, en tout cas les moins riches, ou les pays à faible revenu, sont vaccinés. Donc là, ça pose un problème, notamment au niveau du développement potentiel de variants. Alors ça se retraduit sur une carte de ce type-ci. Vous voyez qu'une carte mondiale, plus la couleur est verte foncé, plus le nombre de doses administrées par 100 personnes dans les pays augmente. Alors vous avez vu qu'on va au-delà de 100 parce qu'en fait on peut administrer 2 voire 3 doses chez les mêmes personnes. Mais donc on voit clairement qu'il y a une disproportion claire entre la vaccination suivant les pays où on a la chance ou pas d'habiter, suivant qu'on souhaite être vacciné ou pas vacciné. Alors si on fait un zoom sur l'Europe en particulier, donc et là, c'est certainement là, et Nicolas vous en parlera aussi dans l'immunité collective, que la difficulté, c'est de parler de la vaccination par rapport au groupe d'âge, et notamment à partir de 18 ans, où on a eu comme information principale, dès le départ, qu'il fallait vacciner au moins 70% de la population, et puis, suivant la façon dont ça a été transcrit, c'est chez les plus de 18 ans, ou au contraire dans la population complète. Alors le virus ne s'arrête pas à une population particulière en disant « moi de 18 ans, je ne vais pas affecter des personnes ». Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend les chiffres de plus de 18 ans, ils sont proposés par le Centre de contrôle des maladies au niveau européen, on est à 75,4% qui a reçu au moins une dose et 66,2% qui a reçu 2 doses, ou en tout cas son schéma complet, puisqu'avec le vaccin Janssen, ce n'est qu'une dose. Donc on a déjà une proportion au niveau européen de population qui est particulièrement importante, et vous savez que la Belgique a oscillé entre le mauvais élève, l'excellent élève, et maintenant l'élève qui prend un rythme quelque part des premiers de classe, mais qui n'est plus dans les premiers de classe. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc effectivement, vous voyez qu'en première dose, la Belgique, c'est sur votre gauche ici qui est présenté, est 7e ou 8e au niveau européen, mais avec un taux de vaccination particulièrement important, de l'ordre de 85% chez les plus de 18 ans. Et on a des chiffres relativement proches. Vous voyez qu'on commence à avoir une stabilité au niveau d'un certain nombre de pays. On voit comme la Hollande, la Finlande, la Norvège ou l'Espagne, ou même la France, en fait, on est relativement proche. Alors si vous prenez la France, qui est maintenant à 88,4%, début juillet, par rapport à la Belgique en termes de classement, elle était beaucoup plus bas. Donc juste l'annonce du pass sanitaire a créé en fait un engouement assez important vers la vaccination, qui fait qu'en première dose, aujourd'hui, la France a accéléré particulièrement, puisqu'elle a vacciné 88,4% de la population, ce sont des chiffres d'hier. Et alors vous voyez la différence, c'est les 2 doses, puisque la Belgique est là de nouveau dans les 4-5 premiers au niveau européen, 5e en l'occurrence maintenant, avec 82,6% de la population qui a de plus de 18 ans, qui a reçu un schéma complet de vaccination, donc ce qui est déjà relativement remarquable. Alors, si on voit
ce qui se passe, c'est que logiquement, et c'est assez cohérent, cette montée a été une montée en Belgique relativement lente, en puissance, qui dépendait de deux choses, l'approvisionnement des vaccins d'une part, et deuxièmement de l'organisation de la vaccination la plus optimale possible. Et le tout s'est accéléré lorsque on a eu à la fois des vaccins en quantité plus importante, deuxièmement une volonté de se faire vacciner qui a augmenté, donc une assurance sur la vaccination qui a augmenté, et troisièmement l'organisation de la vaccination qui a été de plus en plus optimale, ce qui a fait qu'on a été dans les top 3 au niveau européen de la vaccination, et maintenant ce n'est pas qu'on diminue, c'est que les autres qui avaient du retard réaugmentent et arrivent au niveau de la Belgique ou le dépassent légèrement. Et donc là, vous avez en fait les chiffres, et ça c'est important. Vous voyez que les 18+, vous avez 85%, et la couverture totale, donc indépendamment d'un groupe d'âge, vous êtes à 73%. Et donc là, on a dépassé effectivement les 70%, quel que soit le groupe d'âge. Et en ce qui concerne la vaccination complète, un schéma complet, on tourne aux alentours des 70% en ce qui concerne la couverture totale de la population également. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est par définition, c'est de protéger en premier les personnes qui sont les plus à risque de développer des formes graves de la maladie. Quand on entend des formes graves de la maladie, maintenant, vous allez le voir qu'on parle principalement des formes sévères, des hospitalisations et bien évidemment des décès. Et on sait que les facteurs de risque associés au SARS-CoV-2 et à la maladie ont été clairement identifiés. C'est avant tout l'âge, bien évidemment, mais également d'autres facteurs de risque comme l'obésité. Et ceux-ci ont été mis en avant lorsqu'on a prioriser la vaccination dans les groupes en Belgique, puisqu'on a commencé par les personnes les plus âgées, et puis après les professionnels de la santé, on est passé avec les personnes à comorbidité. Et en fait, on voit que effectivement, les personnes les plus âgées, au niveau belge, on a une excellente couverture vaccinale. Et ça, c'est certainement très intéressant, puisqu'on monte à plus de 90% à partir des 55 ans, et c'est seulement à partir des 45-54 ans qu'on est à 87%. Et vous voyez que plus l'âge diminue, plus on diminue légèrement la couverture vaccinale, mais il est logique aussi qu'on la diminue légèrement, puisque bien évidemment, ce sont des individus qui ont été vaccinés plus tard, et deuxièmement, donc ils peuvent encore se rattraper maintenant, je pense notamment justement, on va toucher les universités, les autres écoles, et ceux qui peuvent être vaccinés à partir de maintenant, à savoir à partir de 12 ans, mais vous voyez qu'en Belgique, en tout cas, la couverture des 12-17 ans est déjà excellente. On est 64% de première dose, sachant que pour les 12-17 ans, ce sont des vaccins à 2 doses, et donc la plupart du temps, on a constaté qu'on a une excellente couverture avec la deuxième dose quand on a pris la première dose. Alors vous avez aussi certainement entendu parler beaucoup dans les médias des efforts de Bruxelles et de décisions différenciées en ce qui concerne les mesures à Bruxelles par rapport éventuellement à la Flandre et à la Wallonie, y compris en Fédération Wallonie-Bruxelles qui traite à la fois certainement de l'enseignement à Bruxelles et du côté francophone. En fait, ça vient principalement de la couverture vaccinale, même si on n'a pas de cut-off, qui est différente entre la Flandre, la Wallonie, mais surtout Bruxelles. Alors il n'est pas une question de punir Bruxelles comme j'ai lu dans les médias, je trouve ça un peu ridicule, mais juste de constater que pour stimuler la vaccination, il faut peut-être maintenir certaines gestes barrières à partir du moment où la vaccination n'est pas considérée comme suffisante, même si on n'a pas de valeur cut-off, c'est pas 60, 70, 80%. Et donc dans les faits, c'est Bruxelles eux-mêmes qui se sont pris en main, qui ont dit il faut améliorer notre vaccination. On pourra discuter des raisons pour lesquelles ils vaccinent relativement moins à Bruxelles. C'est pas les efforts sur la vaccination, mais c'est vraiment des caractéristiques assez propres à Bruxelles, Bruxelles Région, Bruxelles Ville, mais c'est également le cas d'autres grandes villes, ça a été répété. Et si vous voyez ici, les plus de 18 ans, en première dose, on est à 64% à Bruxelles, et en Flandre, on est à peu près à 91%. On a des couvertures vaccinales qui sont parmi les meilleures au monde en Flandre, en région flamande, par rapport à d'autres pays ou d'autres régions dans le monde. Et la Wallonie est aux alentours de 80%, donc ce qui est aussi relativement excellent. Alors, ces différences, en fait, surtout avec Bruxelles, mais également la Wallonie par rapport à la Flandre, se traduisent notamment dans les groupes d'âge les plus jeunes. Et en fait, c'est assez logique, puisque on constate que quand on a un peu saturé l'utilisation des vaccins, par exemple à Wallonie, on a diminué les âges et on a vacciné de plus vite les plus jeunes. Et puis, bien évidemment, la Flandre rattrape, mais ils ont une couverture vaccinale
qui est meilleur. Et si vous prenez les 12-17 ans, c'est assez caractéristique. Aujourd'hui, à Bruxelles, c'est 23% de première dose. Si vous prenez la Flandre, on est déjà 76%, ce qui est particulièrement remarquable. Donc, 3/4 des 12-17 ans ont déjà reçu leur première dose. Et en Wallonie, c'est déjà excellent, mais on est à 55%, donc on a un décalage d'à peu près 20% par rapport à Bruxelles, par rapport à la Flandre, mais 30% déjà par rapport à Bruxelles. Donc on voit vraiment un décalage par rapport au groupe d'âge. Alors, bien évidemment, je ne devrais pas passer en revue toutes les publications qui parlent des efficacités des vaccins et des vaccins différenciés, mais peut-être vous amener quelques situations plus spécifiques qui ont amené à voir d'un point de vue épidémiologique les données d'efficacité des vaccins au niveau national, avec des rapports qui pourront, pour certains, être critiqués au niveau des chiffres, mais qui peuvent être dans certains cas expliqués. Je pense notamment au pourcentage des personnes qui sont hospitalisées, qui sont vaccinées ou non vaccinées. Ce sont des arguments qui sont parfois utilisés, mais bien évidemment, plus on vaccine des personnes, plus vous avez aussi de chances, quand vous n'avez pas un vaccin qui est efficace à 100%, d'avoir dans les personnes hospitalisées des personnes qui sont vaccinées par rapport aux non vaccinés. Donc ça, c'est une évidence. Donc ce sont des chiffres qui ne sont pas évidents à prendre en compte et qu'il faut interpréter avec précaution. Et j'ai repris une analyse ici de Cienzano qui a été présentée lors d'une présentation de la Task Force de vaccination aux médias samedi passé. Et pour vous montrer, au niveau belge, juste les données épidémiologiques liées au départ de la vaccination, avant la vaccination et après la vaccination, et voir ce que la vaccination d'un point de vue épidémiologique au niveau belge a permis d'améliorer. Et on va voir 3 choses. Une diminution des risques d'infection, donc notamment pas forcément symptomatiques, mais ça veut dire des PCR négatives, des diminutions de risques d'infection grave et des hospitalisations, et c'est ça qui nous intéresse, puisque ce sont les hospitalisations, en fait, qui génèrent principalement le fait qu'on reconfine ou qu'on ne reconfine pas. Si vous prenez la grippe, on n'a jamais confiné à cause de la grippe, en tout cas des grippes moins sévères, on a à peu près quelques centaines de morts au minimum en Belgique par an liés à la grippe, mais on ne reconfine pas parce que ça ne sature pas les hôpitaux. Et puis le risque de décès, bien évidemment. Alors voilà un premier graphe, en fait, vous voyez l'incidence sur 7 jours du nombre de cas Covid pour 100 000 personnes par statut vaccinal. Et je vous ai dit, on a commencé à vacciner de façon plus significative à partir du mois de février. Officiellement, on a commencé les premières doses fin décembre de l'année passée. C'est le 5 janvier qu'on a réellement commencé, maison de repos et de soins. Et c'est février qu'on a commencé à avoir des masses un peu plus importantes. Et donc les chiffres partent ici de février 2021. Et on voit notamment les totalement immunisés, donc c'est la courbe du dessous, qui amène en fait une incidence sur 7 jours du nombre de cas Covid-19 par 100 000 qui est relativement stable et qui diminue. Et si on prend la semaine pour laquelle on avait les chiffres, si on avait les chiffres du 2 août ou 8 août, on voit 200 infections par 100 000 personnes chez les non-vaccinés et 39 infections par 100 000 personnes chez les entièrement vaccinés. Donc ça veut dire une diminution, une réduction du risque de 80,6%. Donc ça, c'est d'un point de vue sur les infections, indépendamment de l'aspect symptomatique. Par contre, ces 2 chiffres sont aussi intéressants puisqu'on reprend depuis le début de la campagne de vaccination. La courbe bleue, c'est principalement les hospitalisations et la courbe rouge, ce sont les décès par infection. Et vous voyez qu'avant la mise en place de la campagne de vaccination, on avait 6 à 8% à peu près d'hospitalisation qui étaient présentes et 2,4% en termes de décès. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu diminuer de façon assez significative depuis la vaccination, alors qu'on a quand même eu une vague supplémentaire de contamination? C'est d'une part, même en pourcentage, en fait, le nombre d'hospitalisations par infection. Donc, on met bien évidemment en dénominateur l'infection, mais également le nombre de décès par infection. Donc, on est passé de 6 à 8% à 2 à 3%, et 2 à 4% en ce qui concerne les décès, à 0,2%. Et donc ça, ce sont des chiffres de nouveau épidémiologiques qui démontrent certainement que la vaccination a amélioré la situation en termes d'hospitalisation et de mortalité grâce à la vaccination. Alors vous voyez que je ne prends pas un vaccin par rapport à l'autre, je prends la vaccination en général. Alors autre chose, est-ce que les groupes prioritaires qu'on a identifiés en premier étaient ceux qui méritaient à un moment ou l'autre de voir, est-ce que c'est ceux qu'on observait réellement une efficacité assez rapide et assez constante? Effectivement, je vous ai dit, on a commencé par les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, et on a eu 2 vagues, effectivement, qui ont été successives, l'une avant la vaccination et l'autre après la vaccination. Vous voyez que celle avant la vaccination, la 2e vague, a mené chez les patients hospitalisés à peu près 11,4% pour les résidents des maisons de repos et de soins, et dès la vaccination, notamment la 3e vague, elle a vu une diminution très significative des hospitalisations
hospitalisations par rapport aux maisons de repos et de soins. Et donc les chiffres qu'on a notamment des maisons de repos et de soins sur les hospitalisations et les décès n'ont rien à voir bien évidemment avec la vaccination, alors que c'était particulièrement dramatique lorsque la vaccination n'était pas présente. On a ce même type de diminution très significative dans les personnels de santé qui ont été vaccinés après les maisons de repos et de soins, mais également sur les affections Covid-19 acquises à l'hôpital. Alors, selon Sciensano, qui est base sur les chiffres, en fait, qui regroupe tant les chiffres d'hospitalisation que les chiffres de vaccination, que les données de PCR, ce sont des indicateurs sur l'effet protecteur des vaccinations, donc indépendamment des études cliniques. Et donc ça, c'est assez intéressant, donc c'est des indicateurs dans la vraie vie. Et donc, il y en a d'autres, hein. Bien évidemment, je ne les ai pas pris, mais je pense que vous n'êtes pas forcément intéressé par les chiffres en Angleterre ou dans d'autres pays. Mais donc, oui, on réduit le risque d'infection, oui, on réduit le risque de décès, oui, on réduit le risque d'hospitalisation, notamment dans les maisons et les maisons de repos et de soins, et chez les professionnels de la santé. Il y a moins d'infections Covid-19 acquises à l'hôpital. Alors, pourquoi est-ce que ces chiffres sont assez difficiles à mettre en perspective? Et c'est vrai que si on prend d'un point de vue longitudinal à partir du mois de janvier jusque maintenant, on se retrouve en fait avec une situation épidémiologique, un, qui peut être différente dans le temps, et deux, avec des variants qui sont différents. Et ça veut dire qu'ils peuvent avoir aussi une résistante différence par rapport à certains vaccins. Et deuxièmement, on sait que les vaccins, de façon générale, vont avoir un effet qui ne va pas forcément perdurer de la même façon avec le temps, suivant les différents vaccins par ailleurs. Et donc on commence maintenant à avoir des données qui sont de plus en plus difficiles à interpréter d'un point de vue longitudinal pour l'efficacité des vaccins, dans le temps, mais également par rapport à la présence de variants. À titre d'info, aujourd'hui, quelque part, ce qui risque peut-être de simplifier un certain nombre de choses, c'est que selon les derniers chiffres du 24 août qui sont envoyés par le Centre Laboratoire National de Référence, le variant Delta représente 99,4% de tous les échantillonnages pour lesquels on a des résultats PCR. Donc ça veut dire que seul le variant Delta circule sur les échantillonnages en Belgique et dans d'autres pays. Alors c'est intéressant, par ailleurs, et ceci c'est un détail, mais c'est plus l'épidémiologie, on avait plus en pourcentage de personnes qui, lorsqu'elles étaient testées, étaient positives quand elles revenaient de vacances que quand elles partaient en vacances. Donc ça veut dire qu'on avait un risque plus important de ramener des contaminations que de partir, ou en tout cas d'avoir des PCR avant de partir ou de ne pas partir puisqu'on était contaminé. Et donc vous voyez ici la présentation, l'évolution en fait des différents variants sur la période dont je vous parle, notamment à partir de 2021. Il y a une erreur juste sur l'abscisse, les novembre-décembre c'est 2020, mais donc c'est à partir de janvier 2021. Vous voyez qu'on a travaillé principalement avec le variant alpha, qui était le variant britannique, où on pensait qu'il allait devenir effectivement totalement majoritaire et un peu écraser l'ensemble des autres variants, notamment le variant P1, qui était le variant brésilien, et le variant bêta, qui était le variant sud-africain. Mais en fait, ça n'a pas été le cas, puisque le variant delta a vraiment pris la totalité de la place. Alors, je ne sais pas vous dire ce qui se passera dans 2 mois, dans 3 mois, ce sera peut-être un autre variant, mais en tout cas, d'un point de vue pratique, c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Donc la question aujourd'hui, est-ce que, un, les vaccins continuent à être efficaces, 2, est-ce qu'ils continuent à être efficaces, notamment contre le variant delta, et 3, est-ce qu'une dose supplémentaire d'un vaccin va améliorer une efficacité contre le variant delta? Si oui, quand est-ce qu'on l'administre, et faut-il réellement l'administrer? Et donc, la difficulté maintenant, c'est de voir sur cette période courte du variant Delta, est-ce que oui ou non les vaccins ont gardé une efficacité? Et là, on sait que entre le variant Alpha, qui était, je vous l'ai dit, dominant, donc plus de 50% des échantillonnages positifs, et le variant Delta, en fait, la période de temps reste relativement courte pour avoir ce type d'analyse. Et en Angleterre, là où ils utilisent aussi le vaccin Pfizer et le vaccin AstraZeneca, ils ont donné des mesures aussi d'efficacité qui ont été publiées ici il y a à peu près une semaine sur la maladie symptomatique, les hospitalisations, et on voit une constante, c'est que les vaccins qui nécessitent 2 doses, la première dose est souvent nettement moins efficace que si on ne prend pas une deuxième dose. Alors c'est important, notamment pour le variant Delta. Donc la deuxième dose, pour tous ceux qui ont été certainement vaccinés avec une dose, la deuxième dose est vraiment particulièrement importante. On augmente l'efficacité, que ce soit sur la maladie symptomatique ou les hospitalisations, mais également la mortalité. Là, on a un peu moins de données, mais en tout cas les hospitalisations. Et donc ça, c'est le cas sur le variant alpha, mais c'est également le cas sur le variant delta. Et on a effectivement des différences d'efficacité qui voient entre guillemets apparaître avec le temps entre le variant alpha, donc le variant anglais, et le variant delta. Mais là, de nouveau,
Les tests en laboratoire permettent déjà de le démontrer, mais d'un point de vue épidémiologique, c'est un peu plus complexe, puisque par définition, on a aussi le problème du temps qui fait que certaines personnes qui ont été vaccinées il y a plus longtemps ont rencontré tant le variant alpha que potentiellement le variant delta. Et donc les données sont plus difficiles à interpréter, mais généralement, en ce qui concerne l'efficacité des vaccins, ici c'est l'efficacité combinée du vaccin AstraZeneca et du vaccin Pfizer, sur le variant alpha, une seule dose, vous voyez sur la maladie symptomatique de façon générale, on voit qu'une seule dose sur le variant alpha est relativement moins bonne, y compris sur le variant delta, mais on a déjà une différence entre le variant alpha et le variant delta, où on perd un peu d'efficacité sur le variant delta avec une seule dose, 35% par rapport à 49%, et sur 2 doses, sur la maladie symptomatique, on monte à 79% pour le variant delta, là où on était à 89%. Donc, des données épidémiologiques montrent qu'on peut avoir une diminution éventuelle de l'efficacité des vaccins sur la maladie symptomatique, mais ce qui est très intéressant, c'est que sur les hospitalisations, on continue à maintenir une efficacité relativement importante. Donc, quand vous voyez dans les médias apparaître, je vais vous montrer un exemple très simple, oui, on a un vaccin qui diminue d'une efficacité sur les formes symptomatiques. Ce qui est important également, c'est d'identifier les hospitalisations. Et tant que maintenant, on a une réduction, semble-t-il, d'efficacité sur les formes symptomatiques, mais pas forcément sur les hospitalisations. Et un des derniers qui a été publié, qui a fait l'objet d'une discussion dans les médias cette semaine, c'est le 24 août, avec des données du CDC, donc du Centre de contrôle des maladies américains. Donc ce sont des données un peu plus complexes, entre guillemets, interprétées, mais eux, ils ont repris effectivement deux analyses. Une analyse qui a été refaite avec la prédominance du variant Delta, et avant la prédominance du variant Delta, et une après la prédominance du variant Delta. Alors les chiffres sont relativement faibles, donc ça limite la puissance, mais on voit, et ici de nouveau c'est sur les infections, ce n'est pas sur les hospitalisations, une diminution à 66% d'efficacité, ce qui est déjà relativement important, mais là où avant le variant Delta, on était à 91%. Et donc c'est des chiffres qu'on peut voir effectivement apparaître dans la presse, mais là de nouveau, ça ne prend pas en compte les hospitalisations. Alors, ce qui est important, c'est que, là c'est un peu plus complexe, mais pour vous dire, on a énormément d'analyses maintenant qui viennent, et les résultats peuvent être différents suivant les pays, suivant la façon dont on fait l'étude, donc ça devient de plus en plus complexe, suivant la population, suivant la période à laquelle on évalue l'efficacité, et donc prendre un chiffre absolu, dire il y a 54% d'efficacité ou il y a 63% d'efficacité, sans parler de différences significatives par ailleurs, puisqu'on ne compare pas les données de 2 études différentes, c'est très complexe. Ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, c'est de regarder l'efficacité sur les infections, mais surtout regarder sur les hospitalisations. Et ici, la Haute Autorité de Santé a publié il y a quelques jours son analyse sur oui ou non est-ce qu'il faut une 3e dose, pour les vaccins à 2 doses. Et là, il constate effectivement, dans l'ensemble des données publiées, qu'on conserve sur les hospitalisations, je vais dire pour les vaccins principalement Comirnaty Vaxzevria, donc le vaccin Pfizer et le vaccin AstraZeneca, des efficacités très significatives au-delà de 80%. Par contre, si vous regardez effectivement les chiffres sur les infections, suivant l'étude, suivant le timing, on voit des efficacités qui ne correspondent plus à ce qu'on avait en étude clinique. Je vous rappelle, pour notamment le vaccin Pfizer, de l'ordre de 94-95%, et pour le vaccin AstraZeneca, de l'ordre suivant ce qu'on prenait comme symptômes, mais de l'ordre de 70-80%. Alors, la question de la 3e dose est bien évidemment posée. Alors, on ne parle pas, nous, de 3e dose, on parle de dose supplémentaire, parce que je vous dis que le vaccin Janssen, c'est une dose. La conférence interministérielle de la santé s'est basée sur la recommandation de la task force de constater qu'une 3e dose est nécessaire chez les patients qui sont immunodéprimés. Et là, il ne faut pas confondre une 3e dose pour booster l'immunité au-delà de ce qu'on avait si on était un individu normal. Mais c'est parce qu'en fait, on a constaté que les patients immunodéprimés n'ont pas une réponse suffisante, même avec 2 doses, avec la plupart des vaccins. Et donc, ça veut dire que la 3e dose, elle, c'est pour espérer réaugmenter leur réponse immunitaire par rapport à une réponse immunitaire qui est beaucoup plus faible au départ. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que la population générale. Et là, il était nécessaire de prendre cet avis assez rapide parce qu'on voit vraiment que ce sont des populations qui, ont des fragilités parce que ce sont des patients qui ont des comorbidités, et 2, qui peuvent être réinfectés. Et comme elles sont immunodéprimées, si elles sont même vaccinées avec une réponse immunitaire trop faible, forcément, elles ont un risque plus élevé de développer des formes sévères de la maladie. Et donc, ça représente à peu près 300 à 400 000 personnes en Belgique qui vont être identifiées, qui vont être vaccinées en septembre avec cette fameuse 3e dose.
Alors pourquoi eux, troisième dose? La plupart du temps, c'était des vaccins 2 doses qui leur étaient administrés, puisqu'ils ont eu le vaccin principalement Pfizer ou Moderna dans la plupart du temps. Par contre, la vraie question de la troisième dose se pose pour les vaccins à 2 doses. Donc Pfizer a déjà annoncé qu'il a soumis à la FDA les données pour justifier qu'une dose sur base d'études immunologiques sans données d'efficacité clinique boostait la réponse immunitaire. Mais ça, je veux dire, c'est presque une lapalissade. Hein. On enfonce des portes ouvertes. Donc ça, on s'y attendait. Donc ils ont soumis la question, en fait, de est-ce que oui ou non ils recommandent également une troisième dose et chez qui, à partir de quand. À partir de quand? C'est généralement au minimum 6 mois après un schéma complet de vaccination. Donc ceux qui ont été vaccinés avec 2 doses, 2 semaines après 2 doses, 6 mois après, entre une période de 6 mois à 12 mois, la réflexion sur la troisième dose peut se poser. Alors Janssen a publié aujourd'hui également, ou hier, des données qu'ils ont soumises également pour justifier, qu'on appelait le vaccin une dose unique, éventuellement la nécessité d'offrir une deuxième dose pour booster également l'immunité. Et donc ça, c'est important. Donc il y a une évolution qui se fait de façon assez importante. Et la Haute Autorité de Santé française, qui correspond au Conseil supérieur de la santé en Belgique, où on a également travaillé et on va travailler sur ces données, s'est posé la question de est-ce que oui ou non, à ce stade-ci, on a suffisamment de données pour une dose supplémentaire. Alors, là aussi, vous voyez qu'il mentionne qu'il est très probable qu'une injection supplémentaire ait un effet boost à 6-12 mois, comme c'est assez caractéristique avec un certain nombre de vaccins, mais il est préférable de disposer de données permettant d'évaluer de façon plus précise aussi la tolérance et l'impact de cette vaccination. Et par ailleurs, des pays ont déjà des approches différenciées. On sait qu'Israël, et je vais vous montrer, vaccine avec une troisième dose. On sait que le Royaume-Uni va commencer avec une troisième dose. On commence avec 2 groupes, d'abord les plus de 70 ans ou les personnes fragiles, et puis les moins de 70 ans. Les États-Unis ont annoncé, même si ce n'a pas encore été décidé, certainement à partir du 20 septembre. Et donc, on a une évolution différente tant que maintenant, suivant les pays. Et néanmoins, la Haute Autorité de Santé a fait un certain nombre de recommandations, que je vous résume ici, de faire un rappel pour les plus de 65 ans chez les personnes, notamment avec comorbidité, avec une administration concomitante de ce vaccin pendant le vaccin contre la grippe, puisqu'on va tomber, en fait, si vous regardez bien, pour la même période, au mois d'octobre-novembre, 6 mois minimum après la première vaccination complète, donc un peu ce que je vous mentionnais, minimum 6 mois, et de recommander le vaccin ARN quand c'était un vaccin ARN, le même vaccin. Donc si vous avez eu un vaccin Pfizer, Moderna, néanmoins, même si des switches sont éventuellement possibles. Il y a une autre recommandation également, ceux qui ont eu un vaccin Janssen pourraient avoir une dose supplémentaire d'un vaccin ARN, mais là, ce sont des recommandations scientifiques qui ne sont pas encore aujourd'hui traduites en décision politique, mais en France, mais il est fort probable que ce soit le cas. Alors, qui a le vacciné le plus avec une troisième dose? C'est Israël. Et donc vous voyez qu'Israël, j'ai repris les chiffres ce matin, a vacciné à peu près de 20% de sa population déjà avec une troisième dose. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu effectivement une flambée d'infections, mais dont les hospitalisations n'ont pas suivi au même rythme que les infections. Donc ça démontrait déjà l'efficacité des vaccins, mais ils veulent aussi réduire ce risque potentiel. Et donc ils ont réadministré une troisième dose. Et sans qu'on ait, tant que maintenant, en tout cas je ne les ai pas vues encore ce matin, les données publiées, des premières données qui ont été mises en avant par le ministère de la Santé israélien, montrent que cette troisième dose, chez ceux qui l'ont reçue, on a une diminution très significative du risque de nouveau de tomber malade. Donc là, il faudra avoir des données supplémentaires, mais c'est intéressant d'avoir Israël comme laboratoire, entre guillemets, pour fournir ce type de données. Alors je terminerai juste par la problématique majeure de forcer quelque part l'administration de vaccins au-delà de doses qu'on a ou qui seraient nécessaires, à savoir une troisième dose, puisque je vous l'ai dit, les hospitalisations aujourd'hui, 2 doses donnent quand même encore une efficacité très remarquable. Ce qui se passe, c'est qu'on a, je vous l'ai dit, moins de 2% de la population qui est vaccinée dans les pays à faible revenu. Et ça, c'est dramatique, puisque je pense que Benoît Mulkens en avait longuement parlé lors de son intervention ici. Les variants ne se développent pas à cause des vaccins, les variants vont se développer parce que le virus va se répliquer. Et donc là où on n'a pas de vaccin, le virus va se répliquer d'autant plus. Et donc on a un risque d'avoir des variants qui vont se développer dans des régions où on vaccine relativement peu, et donc avoir un effet boomerang, à savoir que même si on vaccine beaucoup et qu'un variant se développe qui devient en partie résistant à la vaccination, même si elle est importante chez nous, peut être problématique. Et donc d'un point de vue politique, il faut bien évidemment protéger en priorité sa population, mais il est important de comprendre que de protéger aussi les autres populations qui ont moins la chance d'avoir des vaccins va permettre d'aider. Alors,
L'OMS est contre cette troisième dose tant que maintenant, l'absence de données. D'autres sont également contre. Il y a encore une publication ce matin dans le Lancet Infectiology, mais ici dans Nature, où on met vraiment en avant ces arguments qu'il n'y a pas que le côté éthique de fournir des vaccins aux populations qui ont moins la chance d'être vaccinés, même si ça doit être bien évidemment la première, l'équité vaccinale est importante, et ça doit être le premier motif, mais également tout simplement d'un point de vue épidémiologique et d'un point de vue risque de recontaminer des populations avec d'autres variants. Donc voilà, j'ai brossé relativement rapidement un certain nombre de discussions. Il y en a toute une série d'autres, hein, bien évidemment la vaccination pédiatrique et autres, mais par rapport aux questions que j'ai reçues, j'ai essayé déjà d'en tracer ici quelques-unes. Je serai ouvert bien évidemment à toutes les questions, mais Nicolas va maintenant continuer avec la présentation justement sur l'épidémiologie de ce qui nous attend et la réflexion par ailleurs liée de la troisième dose et éventuellement des mesures à venir et ce qui nous attend au niveau épidémiologique. Merci. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Je vais d'abord faire une mini-introduction avant de vous montrer certains graphiques, certaines projections pour expliquer un peu ce qu'on fait au niveau modélisation mathématique. Donc moi, je travaille ici à l'Université de Namur, mais également en collaboration avec d'autres chercheurs qui sont spécialisés là-dedans, l'Université d'Asselt. On a développé tout au long de cette épidémie plusieurs modèles avec des petites différences parce que ça nous permet de les comparer, de voir s'ils sont d'accord là-dessus. Et ces modèles, c'est pas comme beaucoup de gens pensent, juste on prend quelques points, on trace une droite et on voit elle va donner. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. En fait, c'est des programmes informatiques immenses qui vont essayer de reproduire tout ce qui se passe, les interactions entre les gens au niveau de la Belgique, entre les différents âges, lorsque vous allez au boulot, lorsque vous allez à l'école, lorsque vous voyez vos familles, ce genre de choses, voir comment se transmet le virus, voir les évolutions, que se passe-t-il avec la vaccination, que se passe-t-il avec saisonnalité, que se passe-t-il avec l'introduction des nouveaux variants, les nouvelles mesures, etc. Et ça prend des dizaines de milliers d'heures de calcul. Alors bon, ça prendrait un an à faire, hein, mais on le fait sur des super ordinateurs qui font des choses en parallèle, comme ici on a Hercule par exemple à l'Université de Namur, qui permet de faire ce genre de calcul quand même beaucoup plus rapidement. Mais voilà, c'est vraiment des gros programmes qui vont essayer de reproduire les choses et qui vont pas pouvoir vous prédire le futur. En fait, ça ne prédit pas le futur. Ce que ça fait, c'est que ça fait des projections de futurs possibles. C'est-à-dire que on a pu observer différentes choses, soit à l'aide de ces modèles qui apprennent au fur et à mesure, mais également à l'aide d'enquêtes, essayer de savoir comment se sont comportés les gens pendant l'épidémie à tel moment, voir les réductions de contact entre les gens, les augmentations, ainsi de suite. Et on peut, grâce à ces modèles, jusqu'ici on voit ce qui s'est passé, on va essayer dans les mois à venir de demander au modèle de simuler ce qui se passerait si on reproduisait par exemple la même chose qu'à une certaine autre période. Par exemple, si on vivait normalement, que se passerait-il ? Que se passerait-il si on reconfinerait avec les mêmes mesures qu'on a déjà prises? Tout ça, on peut tester. On ne peut par contre pas prédire des mesures qui n'ont jamais été faites. Par exemple, on va avoir probablement l'ouverture des discothèques, mais ça n'a jamais été fait. Si on a eu les discothèques complètement ouvertes avant l'épidémie, ça on peut imaginer, complètement fermées, ça on peut imaginer, mais entre les deux avec des protocoles, la réalité sera entre les deux. C'est seulement une fois que ces éléments seront en route et au bout de plusieurs semaines qu'on pourra réellement dire c'était bien cette version-là et voilà ce qui se passe. Et donc en fait c'est vraiment ce type de projection qu'on fait et je peux vous donner un peu un parallèle avec si vous conduisez une voiture et qu'on vous dit attention, votre voiture dévie légèrement vers la droite, dans autant de temps vous allez arriver dans le fossé. C'est pas le futur parce qu'en fait soit vous allez légèrement corriger votre trajectoire tout de suite, vous n'irez jamais le faire dans le fossé, soit au dernier moment où vous voyez vraiment que vous faites dans le fossé, vous allez mettre un gros coup de volant pour l'éviter. Dans tous les cas, vous n'irez pas dans le fossé, mais on peut déjà prévoir un peu ce qui pourrait se passer si on ne touchait à rien, si rien ne faisait, et puis peut-être qu'il y aura un sanglier qui traversera et qu'au final tout changera. Même chose ici, pour l'instant on a le variant Delta qui est majoritaire, on connaît de plus en plus ses caractéristiques, si un nouveau variant sort de nulle part, il faudrait réadapter à ce moment-là. Alors, je vais vous montrer un peu les projections qu'on a pour le moment. Les différents modèles sont d'accord sur les choses. Alors, n'ayez pas peur du gros truc en rouge. Je vais vous expliquer ce que c'est. Parce que vous voyez qu'il y a différentes courbes. Il faut pouvoir les interpréter. Donc, il ne faut pas penser « attention, ça va obligatoirement être le gros machin en haut ». Ici, en fait, il y a 3 scénarios qui sont présentés. Ce qui pourrait se passer en 7 ans. Alors, un des scénarios, en fait, les plus faciles à tester,
c'est de dire que se passait-il si on supprimait toutes les mesures, plus de masques, plus rien, on revit comme avant. C'est quelque chose qui n'arrivera pas. Déjà parce que les mesures ne le mettent pas, et puis même si on décidait de le faire, il y a quand même une partie des gens qui fera attention, etc. Ça, c'est le scénario en rouge, en fait. Ça montre qu'en fait, donc je vous ai mis les deux précédentes vagues, vous voyez un peu notre troisième vague et la deuxième vague à la hauteur. Si on revivait complètement normalement au mois de septembre, on risquerait de dépasser les vagues qu'on a connues. Alors, ça paraît pessimiste. En fait, c'est pour moi assez optimiste parce que si on testait ce genre de choses au mois de mai l'année passée, ça explosait beaucoup plus haut que la hauteur du graphe ici. Donc, on est déjà content de voir que c'est limité. D'où est-ce que ça vient? Parce que beaucoup de monde sont vaccinés. Simplement, le virus qui circule majoritairement parmi la population non vaccinée, très majoritairement parmi les jeunes, les enfants, qui vont probablement pas être hospitalisés, même s'il y en a certains quand même, mais puis qui vont quand même, de temps en temps, infecter des grands-parents qui, eux, ne sont pas suffisamment bien protégés, ou alors des personnes, parce qu'il faut quand même penser que parmi les hospitalisés, il y a des personnes de 20 ans, 30 ans, qui ne vont pas en décéder, mais qui ont besoin de passer par l'hôpital pour arriver à se défendre contre le coronavirus. Donc c'est toujours assez important d'être sûr qu'on a bien les capacités hospitalières pour pouvoir accueillir tout ce monde-là et pouvoir sauver le plus de personnes possible. Alors, une autre projection qui est assez facile à faire, c'est que se passerait-il si on refaisait la même chose qu'en septembre de l'année passée. Donc on avait ouvert les écoles, on avait ouvert les universités avec des protocoles, il y avait encore certaines restrictions. Ça, c'est la courbe en vert. Donc ça, c'est reproduire le même comportement qu'en septembre de l'année passée. Les mêmes mesures et le même respect de la part des gens. Parce que si vous prenez les mêmes mesures mais que les gens ont complètement mal et respectent plus, ça va faire un peu plus. Et là, vous voyez que la circulation, en fait, va toucher plus ou moins les mêmes personnes, mais plus étalée. Et on a une vague qui, dans le pire des cas, n'atteint même pas la troisième vague. Donc il faut bien se rendre compte que chaque fois vous avez une partie colorée ici. Ça, c'est toutes les possibilités que les ordinateurs calculent. La ligne du milieu ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est juste celle qui sépare la moitié des possibilités du haut de la moitié des possibilités du bas. Donc si ça se peut, la réalité, elle sera ici, et tant mieux. Mais les modèles nous préviennent, dans ce cas-là, on pourrait, dans le pire des cas, monter jusqu'ici. Et le pire des cas peut parfois se produire, parce que l'année passée, au mois d'octobre-novembre, on avait ce même genre de graphique, et ce qui s'est réellement passé était assez proche du pire des cas. Donc il faut quand même en tenir compte. Alors, les dernières décisions qui ont eu au niveau du Codeco ont prévu un certain nombre de relâchements qui sont quand même un peu plus importants que ceux de septembre l'année passée. On va avoir, pas beaucoup plus, mais un peu plus. On n'est pas encore dans un relâchement complet, mais on va rouvrir, on autorise de plus en plus de choses. Donc, quelque part, on peut se dire que ça va être un peu plus important que septembre l'année passée, mais pas autant que tout relâché. Donc, ça va être entre le vert et le rouge, et c'est un peu l'idée. Exactement entre, on ne sait pas. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra calculer par après. Mais moi, je vous ai déjà montré une hypothèse, c'est dire si c'était à mi-chemin entre. Enfin, le mi-chemin, c'est un peu comme si la moitié des gens respectaient un peu les mesures comme en septembre l'année passée, et l'autre moitié revit comme avant. Là, c'est plutôt la courbe bleue, et donc on pourrait quand même avoir une vague contrôlée, vous voyez, entre la troisième et la deuxième, qui pourrait remplir en partie les hôpitaux. La seule chose, c'est qu'ici, c'est évidemment au niveau belge, et comme Jean-Michel a déjà bien expliqué, des grosses disparités de vaccination. Donc il faut se rendre compte qu'évidemment, les augmentations vont vraisemblablement avoir lieu dans les grandes villes, dans la région bruxelloise, mais en Wallonie, probablement aussi du côté des villes de Liège et de Charleroi, qui sont un peu moins couvertes. Et donc, il y a certainement des régions, on pense à la Flandre, on a commencé à tester par région, la Flandre risquerait de ne rien voir, ou quasiment rien, alors qu'on aura un peu plus chez nous. Donc voilà un peu les différentes projections qu'on peut avoir pour le moment. Alors, je peux peut-être, si on remet un peu le graphique, montrer aussi, parce que je vous ai vite parlé des choses qui explosent aussi pour ne pas vous faire peur, il faut comprendre que la rouge, c'est théorique, mais normalement, on n'arrivera pas. On aimerait bien savoir si ce sera plutôt la verte ou la bleue, et si possible, dans le bas de la verte, ce serait l'idéal. Actuellement, vous voyez que le modèle prévoit une stabilisation d'ici jusqu'à la mi-septembre. Alors, ça, c'est quelque chose que déjà, ça fait une semaine ou deux qu'on dit qu'on devrait avoir une stabilisation. Elle n'arrivait pas, apparemment, elle arrive, tant mieux. On est content parce que sinon, ça voulait dire qu'on avait peut-être raté quelque chose. Peut-être que, justement, voilà, le variant Delta est encore plus ennuyant que ce qu'on imaginait. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on a eu, au final, cette augmentation en juillet, puis cette stabilisation? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut parler 2 secondes. Parce qu'en juillet, en fait, normalement, il n'aurait dû presque rien se passer, parce qu'il y a beaucoup moins de choses. Déjà, les écoles ne sont pas ouvertes, mais
Également, les gens travaillent moins, les gens font moins d'activités, donc normalement, tout aurait dû mieux se passer. Il y a deux événements qui sont intervenus au mois de juillet. L'arrivée du variant Delta très rapidement, qui donne une transmission beaucoup plus forte, au moins 60%, qui donne une plus forte probabilité d'hospitalisation, on est de l'ordre de 2 fois plus. Donc c'est pour ça qu'aussi des populations de plus en plus jeunes se retrouvent de plus en plus hospitalisées, pas nécessairement de décès, mais d'hospitalisation. L'autre élément, il n'y a pas que celui-là, il y a les retours de vacances. Sans les retours de vacances, on serait calme et on serait excessivement bas, mais il y a énormément de retours, étant donné qu'il y a eu des pays proches, même les Pays-Bas, il y a quelques semaines qui étaient très hauts, beaucoup malheureusement d'infections ont été ramenées, et ça a fait un peu trop, ça a monté, pas encore, on n'est pas encore dans des explosions, voilà. Et au mois d'août, on voyait que le modèle prévoyait que ça se calmait. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'habitude, il y a un peu moins de gens qui voyagent au mois d'août, simplement. Donc, il devrait y avoir un peu moins de retours de vacances, en espérant que les gens respectent leurs habitudes habituelles. Et également parce que la vaccination des plus jeunes, des moins de 18 ans, a progressé, et ça rajoute une couche supplémentaire. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu, parce qu'on peut regarder, si on retire certains effets au niveau des graphiques, pourquoi ce variant Delta est vraiment ennuyant. Voici une projection. Ce sont les mêmes, donc j'ai gardé les courbes bleues et rouges, là, et j'en ai rajouté 2 jaunes, c'est ces mêmes 2 courbes, mais si on retire dans le modèle le variant Delta. Donc on demande au ordinateur de recalculer tout, mais sans l'augmentation du variant Delta. Vous voyez que dans le cas où il y a toujours certaines mesures, il n'y a quasiment rien, et même dans le cas de relâchement complet, on a une mini-vague. Donc là, on voit vraiment l'effet à partir du juillet, on voit le décrochage entre les deux qui s'est produit. On serait quand même en Belgique pas loin d'une certaine couverture immunitaire, en supposant que les vaccins tiennent bien, qu'il n'y ait pas de choses à temps. Mais voilà, donc pas de chance pour ce variant, parce qu'on aurait vraiment pu relâcher nettement plus. Vous voyez vraiment la grosse différence. Le virus aurait toujours circulé, mais simplement beaucoup plus lentement, parce que le virus, il ne va pas s'arrêter. Vous voyez que le trafic va jusqu'au 1er janvier, après il ne s'arrêtera pas. Mais le but, c'est qu'il circule sans des réaugmentations. Simplement, comme un rhume, ça passe chez les gens, et de temps en temps, il y en a qui sont moins bien, mais sans qu'il y ait des explosions. Alors, vous voyez qu'on peut jouer avec ces modèles pour voir s'il y avait des choses en moins. On va tester quelque chose en moins. Comme le sujet ici est un peu la vaccination, qu'est-ce que ces ordinateurs auraient dit si on avait fait la même chose sans la vaccination? Ici, j'ai juste gardé la courbe bleue, c'est l'intermédiaire, qui a peut-être plus de chances de se réaliser. Et regardez, voilà que se serait-il passé si on n'avait pas du tout vacciné, mais vraiment pas du tout, mais gardé les mêmes contraintes. Alors évidemment, ça ne serait pas passé comme ça, peut-être qu'on aurait se confiné, peut-être ce genre de choses. Mais vous voyez qu'au niveau de la 3e vague, ça se serait un peu plus mal passé, mais ça serait encore resté assez calme. Pourquoi? Principalement parce que ici, on a fait quand même un certain nombre de mesures, un certain mini-confinement temporaire. Ça aurait quand même un peu calmé les choses, on ne serait pas allé trop loin. Et puis, vous voyez cette horreur absolue ici, qui correspond avec l'arrivée du variant Delta, qui a vraiment fait empirer les choses et qui aurait pu vraiment envoyer... Alors, je ne vais pas vous montrer jusqu'où ça monte, mais je peux vous dire que ça dépasse en fait les 100 000 hospitalisations. On est plus de l'ordre de plus de 150 000 minimum si tout le monde est en même temps. C'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé, évidemment, parce qu'on aurait pris d'autres mesures à ce moment-là. Mais vous voyez, quelque part, là, on n'aurait pas eu le choix, on aurait dû repasser par des types de confinement pour arriver à bloquer ça. Il y a toujours un gros risque que tout le monde se retrouve à l'hôpital en même temps, et comme il y a 2 fois plus de monde qui est hospitalisé, ça augmente encore plus. Donc voilà, scénarios qui ne sont évidemment pas arrivés, mais c'est pour vous montrer un peu l'impact. Et alors, on peut regarder aussi, là c'est sur l'hospitalisation, mais que serait-il passé au niveau des décès et par tranche d'âge? Alors ce graphique-ci présente beaucoup de choses. La courbe en bleu, c'est toujours la même, vous voyez. Et là, vous avez les données, et là, vous avez le décrochage que je vous ai montré. Et ça, ce sont tous les décès pour certaines catégories d'âge, et même des séparations. La ligne jaune, par exemple, qui est plus intéressante, c'est celle qui correspond aux décès en maison de retraite. Vous voyez que ces décès ont eu lieu beaucoup aux premières vagues, encore à la 2e, et puis, pour l'instant, il ne se passe plus rien. Il arrive de temps en temps d'autres accidents, mais c'est vraiment anecdotique. Et normalement, lors de la 3e vague, on aurait dû avoir cette augmentation. Et comme les maisons de retraite ont été les premières vaccinées, c'est ici, on a déjà, à partir du mois de mars, un décrochage très rapide entre ce qui aurait pu se passer et ce qui s'est réellement passé. On a également, ça c'est pour les personnes âgées qui ne sont pas en maison de retraite, un décrochage qui arrive un petit peu après. Ça, c'est la somme des deux. Et puis, regardez un peu les classes les plus jeunes qui ont quand même des décès. Ici, on est dans les 20-40 ans.
Il n'y aurait pas une très grosse différence, sauf si vraiment le virus se propageait chez tout le monde d'un coup. Là, on a un potentiel décrochage complet avec le variant Delta qui n'est pas arrivé. Donc on a vraiment quand même une protection qui est aussi très importante, même au niveau des tranches de personnes de l'ordre de 20 à 30 ans, parce que même si la probabilité de décès est beaucoup plus faible, à partir du moment où vous avez un variant qui vient et qui prend toute la Belgique d'un coup, ça pose un peu de problème. Alors, j'aime bien qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, il faut protéger les gens qui décèdent, les personnes à risque. Pourquoi est-ce qu'on vaccine également les jeunes? Parce qu'eux n'ont quasiment aucune chance. Pourquoi? Parce qu'en font 12 ans, on n'a quasiment aucune chance de se retrouver à l'hôpital et de décéder. Mais j'ai testé la même chose. Que se passerait-il si on avait vacciné tout le monde au-dessus de 18 ans, mais personne en dessous de 18 ans? Donc on avait refusé la vaccination aux moins de 18 ans. Alors là, évidemment, ça ne donne pas des explosions d'hospitalisation, mais voilà quand même la différence. Donc la courbe du haut en mauve, c'est si on n'avait pas vacciné les 18 ans, celle du bleu, c'est celle de tout à l'heure. Vous voyez que quelque part, on perd, au lieu d'être au niveau de la troisième vague ou entre les deux, on arrive déjà au niveau de la deuxième vague et on arrive à quelque chose de nettement plus problématique. Ça, c'est en utilisant la vaccination des 12-18 ans actuelle. Elle est toujours en cours, ça pourrait donc encore baisser cette fameuse courbe bleue si ça progresse ainsi de suite. Et donc, en fait, ces vaccinations des plus jeunes nous permettent essentiellement de pouvoir arriver à lever les mesures plus rapidement. Plus les jeunes seront vaccinés et plus on pourra plus facilement lever les mesures sans risquer de remplir les hôpitaux. Voilà les différentes choses que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Trois choses. Le premier, c'est que l'histoire des vaccins ARN messagers n'a pas commencé avec les vaccins anti-Covid. Et donc les premiers tests cliniques, en études cliniques avec des vaccins ARN messagers remontent maintenant à peu près de 20 ans. Donc on commence aussi à avoir une expérience avec des vaccins ARN messagers qui sont par ailleurs étudiés en parallèle et qui étaient déjà étudiés en parallèle sur d'autres maladies. Je pense notamment, même le vaccin contre la grippe a été toujours en cours de développement avec des vaccins ARN, idem par exemple des vaccins VIH. Deuxièmement, la technologie ARN est également appliquée dans d'autres maladies, des maladies infectieuses, notamment des vaccins qu'on appelle de ce type-là pour des différentes formes cancéreuses. Troisièmement, la première chose qui délivre un ARN, c'est le virus lui-même. Donc le virus du SARS-CoV-2. Et ce n'est pas le seul. Et donc là, on a malheureusement des informations de l'impact de la maladie sur toute une série justement de paramètres de mortalité ou de morbidité, y compris les Covid longs. Et donc vient encore d'être publiée aujourd'hui une étude dans le New England Journal of Medicine ce jour sur la comparaison des risques de la vaccination par rapport à la comparaison des risques associés au virus lui-même qui transporte également un ARN. Alors c'est pas toujours le même ARN. Si on prend en tout cas les vaccins qui sont aujourd'hui commercialisés, l'ARN est un ARN modifié. Et on voit qu'en termes d'effets indésirables, avec une période maintenant relativement plus longue de mesure des effets, qu'on a des effets auxquels on ne s'attendait pas. On peut en discuter, notamment des myocardites. Mais globalement, par rapport au virus lui-même, l'ensemble des événements associés au vaccin est très faible, en fait. Et donc, ce qui est vrai, et donc là, je porte crédit à ceux qui mentionnent qu'on n'a pas de recul de 15-20 ans sur des cohortes importantes dans la population, ça c'est vrai. Maintenant, je ne vous ferai pas l'indiscrétion de vous demander quels médicaments vous prenez, mais vous allez me donner la liste et je vous dirai combien de temps ces médicaments ont été étudiés, sur combien de personnes, et pour vous montrer que pour tout médicament, indépendamment d'un ARN, sachant que le vaccin ARN est injecté, ses temps de demi-vie sont très courts, l'efficacité pour déclencher la réponse immunitaire est locale, et après, on ne retrouve plus l'ARN après un certain temps au niveau du corps, on le retrouve après un certain temps, mais relativement peu présent. Ce qui n'est pas du tout le cas si vous prenez un médicament comme une statine tous les jours. Les médicaments qui sont les plus à risque aujourd'hui sont aussi les anti-inflammatoires, ce sont de l'aspirine qu'on prend, de la cardioaspirine tous les jours pour les préventions cardiovasculaires. Et qu'est-ce qu'on mesure? On mesure qu'on prévient plus d'infarctus de réponse secondaire avec l'aspirine qu'on entraîne des décès, des effets indésirables, mais il y en a également. Et donc le vaccin ARN doit être considéré comme tout médicament. Oui, quand il a été mis sur le marché, on avait des informations, mais qui étaient déjà très significatives, les études cliniques sur les risques à court terme, 2 mois.
pour à peu près 50% de la population qui a été étudiée. On voit que maintenant, ça fait plus d'1 an qu'il y a des études cliniques avec les vaccins ARN. Par rapport à la couverture vaccinale, je vous ai parlé du nombre de doses qui sont administrées, c'est encore relativement faible, voire très faible. Alors c'est vrai que dans 20 ans, je ne sais pas vous répondre. Comme je ne sais vous répondre pour aucun médicament qu'on n'a jamais mis sur le marché. Mais les données aujourd'hui sont assez cohérentes avec son consentement de traite à vaccin ARN. Et il faut bien se dire aussi qu'un autre type de vaccin, qui est une sous-unité protéique, par exemple, ou les vaccins adénovirus, on vous injecte également du matériel génétique. Donc, je pense que l'ARN messager, il faut savoir qu'au début, personne ne voulait de vaccin ARN messager. Mois de janvier, février. Mois de mars, tout le monde voulait un vaccin ARN messager et plus un vaccin adénovirus. Donc, c'est normal qu'il y ait eu aussi des craintes par rapport à des nouvelles technologies et qui ont été mises en avant dans les médias. Mais ces nouvelles technologies, moi qui travaille dans le développement du médicament, ça fait 20 ans que je les connais pour chacun des nouveaux médicaments qu'on met sur les marchés. Et donc il n'y a rien de nouveau ici ou de très spectaculaire par rapport à ces vaccins ARN. Il y a juste qu'on a parlé d'un ARN comme c'est du matériel génétique, comme si c'était quelque chose qui était extraordinaire du matériel génétique, alors que c'est la base même de la vie, qu'on le retrouve dans toutes les cellules, c'est quelques nucléotides, c'est tout. Et donc je ne vois pas en quoi est-ce que ces craintes, quand ils ont été développées, les craintes qu'on avait, c'était un manque d'efficacité. Et on a vu d'ailleurs avec le vaccin, malheureusement le vaccin CureVac qui est moins efficace, c'est qu'un ARN n'est pas le même dans les différents vaccins, et la façon d'amener l'ARN en réponse cellulaire n'est pas le même. Et là, c'est vraiment les craintes plus qu'on avait. Mais l'efficacité était significative. Ce qu'on ne sait pas, c'est la durée de l'efficacité dans le temps, mais ce sont des vaccins assez flexibles, assez malléables, qu'on sait adapter. Par contre, là, je veux dire un mot, c'est si on adapte un vaccin par rapport à un variant, qu'est-ce qu'on aurait fait au mois de février? On aurait essayé d'adapter le vaccin par rapport au variant alpha, par rapport au variant britannique. Le temps qu'il soit développé, produit, etc., on a le variant delta. Et donc maintenant, on a une réflexion un peu plus globale de trouver un vaccin qui est actuellement celui-ci, qui perdure en termes d'efficacité, ce qui est le cas avec les vaccins ARN Moderna et Pfizer, sans forcément s'acharner à développer un vaccin peut-être amélioré, mais pas sur un variant en particulier, mais de façon plus générale. Et donc, il y aura des évolutions des vaccins, mais je pense qu'il ne faut pas craindre les vaccins ARN de façon excessive par rapport à d'autres médicaments ou d'autres innovations. La première fois qu'on a utilisé l'insuline d'origine biosynthétique, c'était la même question. L'hormone de croissance, les anticorps monoclonaux. Tout le monde pensait qu'on allait avoir énormément de problèmes. Globalement, c'est assez bon. Et si vous regardez la liste et la fréquence des événements indésirables de ces vaccins, par rapport à d'autres vaccins ou par rapport à d'autres médicaments, alors moi, je n'aime pas parler ils sont sûrs. Sûr, ça ne veut rien dire. Ça veut dire le risque de développer des effets indésirables est faible. Ça, c'est le terme exact. Mais sûr, ça, c'est comme tout médicament. Pour répondre à la première question des 0-11 ans, en fait, c'est assez facile. Il n'y a aucun vaccin qui est autorisé officiellement à partir de 0 jusqu'à 11 ans. Alors, il y a des études en cours actuellement pour les vaccins dans les 6-12 ans et dans les 6 mois, 5-6 ans. Par contre, il était possible d'utiliser pour certains vaccins la vaccination chez des moins de 12 ans, qu'on appelle off-label use, chez des personnes qui étaient des jeunes, qui étaient très jeunes, à différents risques très importants, comme des maladies comme des personnes immunodéprimées, par exemple. Mais donc, c'est très sporadique et je pense même qu'effectivement, tu veux bien le mentionner, les 3% sont peut-être certainement exagérés. Mais donc, il n'y a pas de vaccin autorisé. Alors la deuxième question, on le savait en fait quand on a fait déjà au mois de septembre, octobre, si je me rappelle bien, les premières analyses de volonté ou d'hésitance vaccinale, il y a différents noms qui sont employés, qu'on avait des différences entre les régions. Par contre, j'ai été particulièrement surpris de la couverture vaccinale, quelles que soient les régions. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vaccine autant. Parce que les premières estimations, on allait à 70% grand maximum de la population qui répondait au sondage, qui allait réellement se faire vacciner. Et donc quand je vois notamment la Flandre, mais également la Wallonie, où on arrive à plus de 90 ou 80%, c'est déjà exceptionnel. Alors, si on regarde bien les chiffres par rapport aux personnes âgées, la Wallonie rattrape la Flandre, c'est-à-dire le gap diminue un petit peu, parce que la Flandre n'a plus grand-chose à gagner, la Wallonie arrive encore à gagner un petit peu. Alors ça dépend bien évidemment au niveau des groupes d'âge, et on savait très bien que les groupes d'âge, notamment les 25-45 ans, là on sait que c'est un cru. Alors pourquoi est-ce que la Flandre vaccine beaucoup plus
ou je ne sais pas si c'est beaucoup plus que la Wallonie, puisque la Wallonie vaccine également énormément, c'est que historiquement, ils ont une politique vaccinale qui a toujours été soutenue par les gouvernements. Je parle par la population, quels que soient les vaccins. Donc c'est assez étonnant. Ils ont relativement peu dans les débats de personnes qui s'opposent complètement à la vaccination. Donc je pense que c'est principalement d'un point de vue sociétal au niveau de la Flandre. Bruxelles, le journal Le Soir a fait un excellent article lundi sur les raisons que, comme les grandes villes, et notamment Bruxelles, avaient des vaccinations moindres. C'est lié à une démographie particulière, puisqu'apparemment, ils ont une population qui est un peu plus jeune, et donc, comme je l'ai mentionné, entre les 25 et les 45 ans, comme ils se vaccinent moins, d'autant plus si vous avez une population plus importante entre 25 et 45 ans, vous vaccinerez moins, et notamment pour des raisons socio-économiques. Alors, j'ai dit ça également, puisque j'avais les chiffres, moi, ça a été présenté dans Le Soir, et j'ai été critiqué de stigmatiser des populations. Ce n'est pas du tout le cas. C'est des critères socio-économiques, c'est des critères chiffrés relativement simples. Et donc là, il y a des différences. On sait que les grandes villes, ça a été mentionné par Nicolas, comme Liège aussi, sont éventuellement plus affectées, même en Wallonie ou en Flandre, éventuellement en Anvers. Et donc là, c'est vraiment un peu plus particulier. Alors on sait aussi qu'en France, en Wallonie, on parle normalement bien le français, et on est relativement proche, quelque part, de toute une série, ça a été mentionné par monsieur, d'avis scientifiques ou moins scientifiques français qui circulent beaucoup et pour lesquels on est plus attentif sur les réseaux sociaux qu'on l'est en Flandre, par exemple. Et donc, je pense que voilà, l'ensemble des critères amènent cette différence entre la Wallonie et la Flandre, mais je pense que les pourcentages restent maintenant relativement limités, même s'il faut augmenter la Wallonie, mais la Wallonie est très bonne aussi, et je pense que Bruxelles va naturellement augmenter. Donc en fait, on a toute une série d'études qu'on appelle de mix matching, donc d'utilisation d'un deuxième vaccin différent du premier, mais ça se tape principalement pour le deuxième, et qui montrait souvent, ou la plupart du temps, qu'il y avait un intérêt de donner une deuxième dose d'un vaccin, par exemple un ARN, après un vaccin adénovirus. Et donc, on a moins donné pour une troisième dose forcément d'un vaccin ARN après 2 doses d'un vaccin adénovirus, puisqu'on ne le fait pas encore de façon systématique. Mais on constate qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, pas de problématique à le proposer. Alors de nouveau, c'est comme l'épidémiologie de la maladie, les données viendront avec le temps. Est-ce qu'on aura des différences d'efficacité entre ceux qui auront eu 2 doses d'un vaccin AstraZeneca plus un vaccin ARN par rapport à ceux qui ont eu 3 doses d'un vaccin ARN, c'est très difficile à dire. À partir du moment où on a des vaccins qui ont des données différentes, mais oui, il y a un intérêt de le faire, de donner un vaccin ARN après un vaccin adénovirus, quels que soient les effets indésirables ou pas du vaccin adénovirus. C'est juste avoir une réponse immunitaire qui est peut-être légèrement différente, d'ailleurs, au niveau de l'aspect polyclonal, notamment des anticorps, mais également de la réponse cellulaire, et donc qui montre qu'il y a un intérêt de faire du mix matching. Et d'ailleurs, ça a été proposé par certains pays. Et je vous rappelle que l'Allemagne et la France ont proposé, après une première dose d'AstraZeneca chez les moins d'un certain âge, d'avoir une deuxième dose d'un vaccin avec un ARN messager, et qui s'avère dans différentes études, petites études, mais relativement intéressantes en termes d'efficacité. Oui, alors je n'ai pas mis de graphique ici qui montrait effectivement les infections par tranche d'âge, mais c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau des modèles. On voit vraiment, ça j'ai regardé, que les infections vont être très 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 fortement concentrées sur les 0-25 ans, hein, sur les jeunes, sur les étudiants, beaucoup plus que sur tout le reste. C'est vraiment là que ça va circuler. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont être hospitalisés. Hein, ils vont plutôt transmettre. Alors maintenant, pouvoir faire des projections, de dire quelles vont être réellement les hospitalisations de ces jeunes-là, ça, c'est pas évident, parce que il y en a eu très peu jusqu'ici, et quand on a très peu de données, c'est plus difficile de calibrer les modèles, l'incertitude est plus grande. Donc on peut le faire, mais on va dire, en fait, on sait pas trop bien quelle va réellement cette probabilité pour cette tranche-là. Mais c'est certain, c'est qu'elle va augmenter, essentiellement parce que tout à coup, les 3/4 des infections vont se retrouver dans cette tranche-là. Donc même s'il y en a peu qui sont hospitalisés, il y en aura de plus en plus. Et au niveau quand même des décès, là, je remarque que c'est quand même toujours une partie des personnes âgées qui peut-être le vaccin n'aurait pas bien marché ou n'auront pas été vaccinés, tout simplement, il en reste un peu, mais c'est plus vers les 40-50 ans qu'on devrait malheureusement voir une augmentation des décès. C'est vers ces âges-là, dans les prévisions des modèles,
On voit parce que c'est ceux qui ont encore une assez grande probabilité, quand ils sont hospitalisés, de ne pas nécessairement pouvoir survivre. Vers les 20-30 ans, là, on ne voit pas trop de décès, mais quand même des hospitalisations qui vont augmenter. Deux choses. Là, on a vu depuis le mois de juillet une flambée vraiment de cas en Afrique. Alors maintenant, l'Afrique, c'est grand. Hein. Si vous regardez ce qui se passe ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe actuellement au Maroc, c'est assez dramatique, notamment en Tunisie. Alors en Afrique centrale, on a aussi des pays qui sont maintenant de plus en plus affectés. Alors la problématique, c'est d'avoir des données qui sont aussi relativement fiables, puisque pour savoir si on est affecté, il faut avoir des bases de données, tant en termes éventuellement de dépistage qu'en termes de mortalité réelle, et donc là c'est effectivement plus difficile. Mais des prévisions ne sont pas bonnes pour l'Afrique, ça c'est une évidence, et notamment avec le variant Delta, hein, que les choses soient claires. Le variant Delta, je pense que là aussi il y avait une présentation qui a été relativement, très bien faite, lors du premier midi de la vaccination par Benoît, quand on a des R0 de 6, 7, 8, ça explose en quelques jours, et donc je pense qu'il n'y aura pas une population qui sera plus épargnée avec le variant Delta, et celle où on a relativement peu de chiffres, celle où on a peu de dépistage, peu de registres de mortalité, de registres d'hospitalisation, c'est forcément beaucoup plus difficile. Vous pourrez faire l'exercice, je vais pu le faire avec vous sur la base de données mondiales, de voir les taux de décès par pays en prenant des pays en Afrique centrale. C'est des données à prendre de façon beaucoup plus délicate. C'est pas pour ça qu'ils vont, entre guillemets, qu'il faut minimiser la nécessité d'avoir un vaccin. En fait, c'est ça qui est important, et donner la possibilité d'avoir un vaccin, c'est ça sur quoi j'ai assisté, moi. C'est vraiment donner la possibilité d'avoir un vaccin. Et ça, je crois que c'est important. Au niveau mondial, au niveau de l'OMS, on a toutes des données aussi sur l'hésitance vaccinale par pays, par région, même par ethnie dans certains pays. Et c'est vrai qu'on a des pays qui sont assez réticents en fait à la vaccination, comme à des traitements aussi tout court. Et donc ceux-là, c'est donner la possibilité d'être vacciné. C'est tout à fait différent que de dire on vous impose une vaccination, mais donner la possibilité d'être vacciné. Après, la politique locale, la santé locale fera son travail, mais au moins avoir cette possibilité-là. En fait, la problématique des pays avec moins de 2% de vaccination, il y en a qui pleurent pour avoir des vaccins. Donc c'est ceux-là, bien évidemment, qu'il est important de répondre à la demande. Alors ça, je peux dire un peu un mot sur cette question-là aussi, parce qu'on entend souvent des comparaisons justement avec plein d'autres pays, mais il faut se rendre compte que le virus ne se comporte pas du tout de la même façon dans différents pays, non pas parce que les personnes seraient protégées, ce genre de choses, mais simplement par très hautes différences d'interactions sociales entre les gens. Donc c'est vraiment lors des contacts, lorsqu'on se regroupe, que ça peut se transmettre. On parle de ce fameux R0, là, qui était plutôt 3-4 en Belgique, qui est maintenant plutôt de 8 si on prend avec les variants. C'était déjà différent en Europe, par exemple. En Suède, c'était seulement 2,5. Parce que à la fois la densité de population est moindre, mais aussi parce que les gens ont des habitudes de vie très différentes. Vous prenez en Italie, ça doit être la fiesta avec toute la famille chaque semaine, tandis que dans les pays nordiques, ils vivent plus séparés. Si vous allez dans les pays africains, vous avez des pays avec très faible densité de population. Vous n'avez pas nécessairement les gens qui se groupent dans des bars, dans des cinémas, remplissent ce genre de choses. Ils croisent beaucoup moins de gens. Donc vous croisez deux fois moins de gens, vous divisez sur 0 par 2. Vous croisez 4 fois, vous divisez ainsi de suite. Non, il y a des pays où le virus circule en fait beaucoup plus lentement et ne dépasse pas ce seuil de 1, simplement parce que ça circule, hein, mais on n'a pas cette explosion. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'avec ce fameux variant Delta et les autres qui multiplient, des pays qui étaient calmes jusqu'à présent vont, à un moment donné, dépasser le 1, et là, ils vont avoir des très mauvaises surprises. C'est ce qui arrive d'ailleurs déjà dans les pays nord-africains pour l'instant, qui étaient peut-être un peu plus épargnés avant, mais maintenant, ça commence à exploser. Voilà, je remercie d'abord Jean-Michel et Nicolas pour ces présentations. Je pense que c'était très clair et très complet. Donc l'émission que nous avons tournée ce midi, elle sera podcastable sur la chaîne YouTube du service audiovisuel de l'université incessamment sous peu. Et je vous remercie en tout cas pour votre présence, et n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager ces informations et l'avis de nos experts. Voilà, je vous souhaite une belle journée et une bonne rentrée. À bientôt.